Ce sont des braqueurs professionnels, donc ils sont dans leur rôle, hein. Ils vont nier jusqu'au bout. Voilà, c'est tout. Et pour vous, les hommes qui sont dans le box, ce sont les bons coupables? Ah, moi, j'en suis convaincu, jusqu'à la preuve du contraire. Ça mitraillait de partout, j'entendais des coups de feu de partout. Les truands étaient là pour nous en mettre une dans la tête, quoi. Il a rendu l'homme dans mes bras, quoi. On est en face de gens extrêmement dangereux. J'ai jamais tué un flic, moi, mon ami, c'est quoi ce bordel? Donc on fabrique des coupables. La conviction policière a entraîné la conviction judiciaire. Tu me files perpète, mon frère? Ben, je suis mort, moi. Je suis convaincu que l'affaire Salin-Palatin est une erreur judiciaire. René Salin et Pierre Palatin. Deux hommes accusés d'avoir commis un braquage où un policier a trouvé la mort. C'était en juillet 95, à Thonon-les-Bains. Tous les deux ont été condamnés. Par 2 fois, ils ont été jugés coupables. Pourtant, dans cette affaire, de nombreux éléments laissent place au doute. Un doute qui ne leur a pas profité. Avec Imen Gouali, nous avons retrouvé René Salin, Pierre Palatin, les policiers et tous les protagonistes de cette affaire pour analyser avec eux les conséquences et les répercussions de ce dossier hors norme. Hold-up mortel ce matin. Un policier tué, 2 autres blessés et les malfaiteurs en fuite. Thonon-les-Bains, une ville paisible sur les bords du lac Léman. Ce samedi 29 juillet 95, il est près de 8h30 lorsque le téléphone sonne au commissariat de police. Denis Hogg, un gardien de la paix, décroche. Commissaire, tu écoutes? Oui, bonjour, c'est le service de sécurité du Crédit Agricole. Oui. Ce qui se passe, on a un braquage en cours, donc on en est certain. Grâce à un système d'enregistrement audio, le vigile de la banque écoute à distance la situation dans l'agence. 2 hommes semblent retenir en otage les employés et les clients. 2 équipes de policiers sont immédiatement constituées. 5 hommes armés foncent sur place. On a fait le tour de la banque, on n'a rien vu de spécial. Mais les braqueurs, eux, ont repéré les policiers. Allez, les gendarmes. Les gendarmes. Allez. Amène-toi là. Allez, Et à ce moment-là, un coup de feu est parti de l'intérieur de l'agence bancaire. J'ai sorti mon arme de service et j'ai fait feu. Aussitôt après, j'ai entendu une rafale. Ça mitraillait de partout, j'entendais des coups de feu de partout. Je sentais par contre des balles qui m'arrivaient par derrière. Mais je ne savais pas du tout d'où elles venaient. Aussitôt, j'ai été touché. J'ai senti une douleur au niveau du genou. Je commençais à être plus ou moins évanoui, je perdais du sang. J'ai commencé à ouvrir le feu parce que je voyais à travers la baie vitrée 2 individus qui sortaient de l'agence, qui étaient cagoulés. Ils ont surgi à travers cette vitre en la brisant. On serait cru dans un film, quoi, carrément. Et d'un seul coup, plus rien. Là, j'ai regardé sur ma gauche et j'avais mon collègue Denis qui était allongé au sol, qui saignait. Je me suis vite précipité vers lui
Et je lui disais, Denis, ça va, ça va Je lui disais, parle-moi Denis, t'en vas pas, viens, reste. Mais il était touché trop sévèrement, quoi. Et dans un dernier râle, il a rendu l'homme dans mes bras, quoi. Denis Hogg, 40 ans, a reçu 9 balles. « 20 ans après, son collègue Michel Loiseau reste profondément marqué par ce drame. Michel Loiseau, vous vous souvenez encore de ce jour-là? C'est présent à tout instant. On vit avec, depuis 20 ans. Qu'est-ce qui vous a marqué? La violence des faits. Je dirais même une certaine sauvagerie. On n'est pas habitué à ça, hein. Même dans le métier de policier. Quelles sont les images que vous gardez en mémoire? Les images, c'est les derniers instants de mon ami Denis Hogg, que j'ai vu en intervention, et se prendre... ça va tellement vite. Une rafale de Kalachnikov en plein ventre. C'est les derniers instants avant que je sois touché, hein. Vous avez eu le temps de voir un ou plusieurs des braqueurs? Non, pas du tout, parce que les braqueurs nous ont attaqués par derrière. Nous, on était face à la banque, et c'est un véhicule qui est passé derrière nous, qui nous a mitraillés à la K-47. Donc on n'a pas eu le temps. Puis on s'y attendait pas, hein, franchement. C'était un guet-apens, quoi, carrément. Vous avez eu plusieurs blessures? Un fémur qui a été broyé, le droit. J'ai pris une balle dans l'arcade sourcilière droite. Et puis une autre qui m'a éraflé le dos, quoi. Voilà. Vous êtes resté longtemps à l'hôpital? Plusieurs semaines, ouais. Plusieurs semaines, ouais. C'est très difficile, c'est pas des bons souvenirs. Ce désespoir par rapport à la perte du copain. C'était un collègue, un copain, un ami, quoi. Et puis il méritait pas de mourir à 40 ans. Donc c'est une injustice. Et en plus, il y a toujours ce syndrome un petit peu qui se développe et qui dit pourquoi lui, pourquoi pas moi, quoi. Voilà, donc ça me poursuit encore aujourd'hui. Quel souvenir vous gardez de Denis Hogg? C'était un joyeux luron. C'était un joyeux luron, c'était un frère d'armes, je dirais, hein. On a vécu... j'ai fait le travail de police-secours avec lui, j'ai fait le travail de policier de province. C'était un joyeux luron, c'était un célibataire endurci, qui aimait rigoler, qui aimait la vie, qui avait son caractère aussi, hein. Un hommage officiel lui a été rendu? Bien sûr, ouais. L'hommage officiel a été fait à Thonon-les-Bains quelques jours après, hein. Donc il y a eu une sépulture officielle avec la présence de M. Debré, qui était ministre de l'Intérieur, hein. Il a été fait aussi chevalier de la Légion d'honneur, notre ami Denis Hogg, hein. Il a été promu officier de paix. Donc voilà, l'hommage a été rendu. Mais ça n'efface pas le chagrin et ça ne le ramènera pas, hein. Passé l'émotion, les recherches commencent. L'enquête est confiée à la police judiciaire d'Annecy. L'affaire est grave. Le SRPJ de Lyon envoie des hommes en renfort. Bernard Tringue, quels indices sont retrouvés sur place? Si vous voulez, il y a tout ce qui ressort de la fusillade, hein. Il y a, le policier a été tué par un fusil d'assaut qui se révélera être un AK-47. Il y a les malfaiteurs qui étaient à l'intérieur de la banque ont abondamment fait usage de leurs armes de pistolet automatique. Il y a beaucoup de choses qui relèvent de la balistique. Est-ce qu'on sait des choses sur la façon dont ils sont entrés dans la banque? Alors manifestement, ils étaient là, ils ont accueilli, si je puis dire, les employés qui se sont présentés. Donc on a déterminé, ils sont entrés par une fenêtre qui donne dans des toilettes de l'établissement. Les barreaux avaient été cisaillés, si je puis dire, à l'avance, puisqu'il y avait un camouflage pour pas qu'on se rende compte du cisaillement avant l'attaque, je pense. Vous vous dites à ce moment-là que vous avez affaire à des pros? Oui, on est en face de quelque chose de très sérieux, de gens extrêmement dangereux, c'est une évidence. Des braqueurs dangereux et chevronnés, qui ont cependant laissé plusieurs éléments derrière eux, notamment un ADN.
Lors de la fusillade, l'un des braqueurs a été blessé. Il a saigné. Et les enquêteurs ont son profil génétique qu'ils pourront comparer à celui de chaque suspect qu'ils vont interpeller. Un ADN, mais aussi le signalement des malfaiteurs qui ont commis l'imprudence d'enlever leur cagoule devant leurs otages. On sait que ce sont des gens qui ont vaguement entre 20 et 35 ans. Parce que c'est une intuition comme ça qu'on a à travers leur façon de faire, leur attitude, leur façon de parler. Des gens jeunes, minces et typés. Pour les témoins, ils seraient méditerranéens, gitans peut-être. Toutes les polices de la région sont sur les dents. Et l'après-midi même, les policiers retrouvent la voiture des braqueurs, une Renault 21. À l'intérieur, divers objets, l'arme du crime, une Kalachnikov AK-47 et un autre indice. Sur l'appui-tête arrière de ce véhicule, on trouve un cheveu. Et les spécialistes vont extraire un ADN qu'on va donc pouvoir comparer avec les gens qu'on va arrêter. Un ADN différent de celui du sang retrouvé sur la scène de crime. Les policiers ont donc 2 profils génétiques. Et ils ont aussi l'enregistrement audio du braquage qu'ils vont exploiter. Cet enregistrement du vol à main armée est précieux parce que les spécialistes du laboratoire d'analyse du traitement du signal ont donc mis en valeur, ont sorti 2 voix. Les 2 voix des 2 auteurs qui étaient dans cette agence bancaire. Nous avons fait le tour de tous les SRPJ, d'abord limitrophes et de France, pour savoir si les voix qui apparaissaient pouvaient leur dire quelque chose. On avait affaire vraisemblablement et certainement à des braqueurs de très haut niveau. Il était évident de faire le tour des SRPJ pour savoir si éventuellement une des voix pouvait être connue. Les voix, les témoignages, les 2 ADN, beaucoup d'éléments. Et pourtant, l'enquête piétine. Plus d'1 an après le braquage de Thonon et la mort du gardien de la paix de Niog, les investigations sont dans l'impasse. Jusqu'en septembre 1996. Le 19 septembre 1996, l'OCRB, donc l'Office central du banditisme de Paris, nous contacte et nous indique avoir eu un tuyau sur un prénommé Jésus. Ce Jésus serait l'un des auteurs du hold-up. Reste à savoir quel est son nom. Par l'intermédiaire de nos fichiers, très rapidement, Jésus est apparu comme étant un nommé René Salin. Salin est une caricature du voyou à l'ancienne. Il fait vraiment partie de ces vieux voyous qui ont ce fameux code d'honneur. Il était fait pour les tontons flingueurs, les barbouzes ou je ne sais quel autre film aujourd'hui mythique. René Salin, un enfant de la rue, un gamin qui a gravi un à un les échelons de la délinquance. René Salin, vous êtes parti de chez vous jeune, pourquoi? Parce que mes parents ils sont séparés. Et pendant un certain temps, je suis resté chez mon père. Puis un jour, il nous a amené une bonne femme à la maison. Et je suis parti comme ça. 16 ans. Ouais. Et donc, début de la délinquance, comment ça se passe? Début de la délinquance, ça a été vite fait. Hein. Il fallait que je mange. Hein. Alors là, je regardais les bonnes femmes qui sortaient des boulangeries, des trucs comme ça, tu vois. Bon, il y a le pain qui sortait du sac, là. Madame, là-bas, ouais. J'ai piqué le pain, je me sauvais, tu vois. La première fois que vous tombez, c'est quoi, alors? On a fait une petite usine, tu vois. On a pris un petit coffre. On l'a défoncé comme on a pu, tu vois. Il n'y avait rien dedans, pas un petit peu, mais on a fait ça, puis 2-3 trucs comme ça. Et puis un jour, on a été arrêtés. Bon, je me suis retrouvé à Poissy, ça. Et là-bas, les mecs, ils étaient gentils. Les bracos, ils parlaient de millions, de machins et tout, ça m'a tourné un peu la tête. Hein. Et quand je suis sorti, 2-3 mecs sont venus me chercher. Combien de braquages en tout? Dans ma vie? Je les compte pas. Je les compte pas. Passé un moment, on en faisait un toutes les semaines. Tu vois.
Sur tous les braquages, vous étiez armé. Comment tu veux braquer si t'es pas armé, amigo? C'est moi, donnez-moi le pognon. Voilà. Tu rigoles, hein? Mais on était armés, tu me crois ou tu me crois pas, pour faire peur aux gens. Bon, on est armés, on est des gangsters, voilà. File-nous le pognon, mon pote. Hein? Et ça se passait comme ça. Et vous avez déjà tiré? Jamais. Jamais. Moi, je n'ai jamais tiré. J'ai ni blessé ni tué quelqu'un, moi. Jamais. Un professionnel du braquage. Pour le juge d'instruction, le profil colle. Il faut donc mettre la main sur René Salin. À l'époque, l'homme est introuvable. Il est en cavale après avoir commis plusieurs hold-up dans l'ouest de la France. Il faudra plusieurs mois d'enquête et de filature pour le loger dans un bar à Paris. Est-ce que vous vous souvenez de votre interpellation rue de Bagnolet? Je m'en souviens même très bien. Ben oui. Comment ça se passe? Tout d'un coup, la vitre qui vole en éclats. Hein? Ah ouais. Ils ont pris une table, ils l'ont jetée dans la vitre. Tu sais, je me retourne comme ça. Bon, ils sont rentrés cagoulés et tout. Machin, bouge pas, enculé, machin, toi. Et à plat ventre par terre. Voilà. En garde à vue, René Salin reconnaît tous les braquages qu'on lui impute. Tous, sauf Thonon-les-Bains. Celui-là, il n'y était pas. Les preuves matérielles sont avec lui. Son ADN ne correspond ni à celui du braqueur blessé, ni à celui du cheveu retrouvé sur l'appui-tête de la Renault 21. Selon les experts, sa voix n'est pas celle de l'enregistrement. Son palmarès joue contre lui. Il est incarcéré. René Salin en prison, reste à trouver ses complices. Et voilà que l'informateur fourgue un nouveau tuyau aux enquêteurs. Et la source, l'informateur, dit que René Salin est accompagné d'un certain Pierrot. Pierrot, ce serait cet homme qui aurait été blessé pendant le braquage. Ce serait lui qui aurait perdu du sang. Pour savoir qui est ce Pierrot, les policiers font l'entourage de René Salin. On trouve aussi un carnet dans les affaires personnelles de René Salin en détention, sur lequel est mentionné le nom et l'adresse de Pierre Palatin. Pierre Palatin, un nom que les policiers connaissent. Et si il était le fameux Pierrot dénoncé par l'informateur? C'est pas le voyou d'envergure tel que Salin, mais c'est quand même quelqu'un qui peut être intéressant. Pierre Palatin, quand la police s'intéresse à vous, vous étiez déjà connu des services. Oui, j'étais connu des services de police parce que j'avais été arrêté en Thaïlande. Vous savez, avant, je faisais beaucoup d'exports. Alors, d'export en export, je me suis retrouvé dans des drôles d'exports. Alors, les policiers disent de vous que vous auriez été marchand d'armes. J'ai été intermédiaire, oui, dans pas mal pas mal d'affaires, disons, en Afrique, pour des Danois, principalement. Mais en fin de compte, non. Aucun marché n'a abouti sérieusement. Votre interpellation, comment s'est-elle passée? On m'a ramené à la Thonon-les-Bains en disant que j'étais suspecté d'une affaire de braquage de banque, meurtre de policiers, etc., etc. Alors bon, jugé de mon ahurissement, parce que j'ai rien à voir là-dedans, j'ai jamais eu d'histoire de braquage de ma vie. C'est une invention pure et simple, quoi. Pour les policiers, Pierre Palatin comme René Salin ont le profil. Les deux hommes, eux, jurent que le 29 juillet 1995, ils étaient en vacances ensemble à 800 km de Thonon-les-Bains, à Saujon, près de Royan. Ils sont allés dans un casino. Plusieurs personnes peuvent en attester. Ces réponses n'apportant rien, on n'a pas jugé utile de consigner tout ça sur procès-verbal. Pour les policiers, ces témoignages ne tiennent pas la route. Ils n'actent pas les dépositions dans la procédure, du jamais vu. Les enquêteurs pensent tenir une preuve contre Pierre Palatin. Un expert est formel, c'est sa voix que l'on entend sur l'enregistrement du braquage. Quand on va mettre là, minimum, celui qui est à l'extérieur, il reste là. Voilà. Le problème pour les enquêteurs, c'est que les ADN ne collent pas ni avec René Salin, ni avec Pierre Palatin. Il y aurait donc un troisième homme dans la nature. La Providence va aider la police.
On a la surprise d'être appelé par la brigade de répression du banditisme de Lyon qui nous indique qu'à la suite d'un vol à main armée qui avait été commis à Villeurbanne, 3 individus avaient abandonné une cagoule à l'intérieur du véhicule. La police scientifique, en faisant les recherches dans la cagoule, se sont rendu compte qu'il y avait différents cheveux. Différents cheveux, dont ceux de Pierre Palatin et d'un certain Nenad Dzambas, un fournisseur d'armes déjà fiché. En garde à vue, Dzambas nie avoir participé au braquage de Villeurbanne. Certes, il a fourni les armes, mais il ne connaissait pas leur destination. Si on a retrouvé son cheveu dans la cagoule, c'est pour une raison simple. Il indique que quand il prête ou qu'il vend des cagoules, qu'il vend ce genre de produits à des équipes, il les essaye avant. Donc il indique qu'il est possible qu'il ait essayé cette cagoule. Le problème pour Dzambas, c'est que son ADN est aussi retrouvé dans la Renault 21 des braqueurs de Thonon-les-Bains. Le cheveu sur l'appui-tête, c'est le sien. Les policiers le cuisinent. Ils m'ont dit, tu vas partir pour perpète, tu vas plus jamais sortir de prison. En fin de compte, ils m'ont un petit peu travaillé au corps et j'ai craqué totalement. Et j'ai dit, j'ai fourni la Kalachnikov à Palatin, qui est venu me voir à Lyon avec cette fameuse R21. Je suis monté dedans et je lui ai fourni toute la logistique, que ce soit les CZ, les calaches et les pare-balles. Seule certitude, Nenad Dzambas n'était pas dans la banque. Sa voix ne correspond pas et son ADN ne matche pas avec le sang retrouvé sur place. Reste à savoir quel est le lien entre Pierre Palatin et lui. Que faisait votre cheveu dans une cagoule qui a été retrouvée dans une voiture qui a servi à commettre un braquage à Villeurbanne? Voilà. Alors, il faut que je vous explique. C'est un travail de policier qui me prennent des cheveux dès qu'ils m'arrêtent, qui mettent des cheveux dans une cagoule qui a déjà servi à ce monsieur Dzambas. Vous voyez ? Donc pour vous, ce sont les policiers qui ont mis votre cheveu dans la cagoule. Évidemment. Mais Nenad Dzambas, pourquoi il vous met en cause, à votre avis? Il me met en cause parce qu'il a été travaillé par la police. Mais vous le connaissiez, ce Nenad Dzambas? J'ai jamais vu de ma vie. Mais alors pourquoi les policiers voudraient tant que ce soit vous? Parce qu'il leur faut des coupables. C'est une histoire qui a fait... il y a eu un policier mort, deux policiers grièvement blessés. Il y a eu 4 ou 5 personnes blessées dans la banque. Pour l'opinion publique, il faut des coupables. Donc on fabrique des coupables. Voilà. Pour les policiers, tout est clair. Pierre Palatin était dans la banque puisqu'on a reconnu sa voix. Il était avec un autre homme, un inconnu, celui qui a saigné. René Salin, lui, les attendait dehors, en couverture. C'est donc Salin qui aurait tiré sur les policiers et tué Denis Hogg. Ce qui explique que ni son ADN ni sa voix ne correspondent. Un scénario qui ne tient pas la route pour la défense. Ça, pour nous, c'est impossible pour 2 raisons. Une raison objective, une raison subjective. Alors la raison subjective, c'est laquelle? C'est René Salin qui l'a toujours crié haut et fort. Étant un professionnel du braquage, il vous déclare de façon très claire, jamais de ma vie, si j'avais monté une équipe avec Pierre Palatin, jamais je lui aurais laissé la responsabilité d'être dans la banque. Et c'est vrai que ce casting où on a le professionnel à l'extérieur et un bleu, Palatin, il n'est pas du tout dans ce casting-là. Donc ça, c'est la raison subjective. Raison objective, qui est là beaucoup plus importante, c'est que pour s'introduire dans cette banque cette nuit-là, il faut passer à travers un vasistas qui est à plus de 2 mètres de haut, à travers des barreaux qu'on a sciés et qui faisait une taille incompatible avec la bonhomie de Pierre Palatin à l'époque. Si les policiers sont si sûrs que Palatin était dans la banque, c'est parce que sa voix a été identifiée sur la bande-son par une expertise. Les avocats demandent donc une contre-expertise. Elle est confiée à un laboratoire de pointe, l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Ce qui est caractéristique de cet enregistrement, c'est qu'il y avait beaucoup de bruit environnant, et on a donc conclu qu'il était impossible de faire une comparaison de voix avec un tel enregistrement. Coup dur pour l'accusation. Ce n'est pas fini. Nenad Dzambas se rétracte et parle d'un arrangement. Ça a été un deal net et précis. Selon le procureur, si je m'en tenais à ma version des faits, je m'en tirais avec 5 ans. Je me suis dit, c'est peut-être convenable. Alors que je n'ai jamais vendu cette arme-là.
ni à Palatin, ni à Salin, et je ne les connais pas du tout, ces personnes-là. Autre argument de la défense, au-delà de leur bonhomie, ni Jésus ni Pierrot ne correspondent à la description faite par les témoins. 100% des témoignages vont décrire de jeunes gens, environ 25 ans, de type gitan ou maghrébin, et de nouveau minces. Je rappelle quand même que le 29 juillet 1995, René Salin, breton de son état, et M. Palatin, qui est des Charentes, ont tous les deux plus de 50 ans, et n'ont rien d'un jeune beau qui pourrait faire 10 ou même 20 ans de moins. Pour la défense, c'est toute l'instruction qui a été menée à charge. La justice, qui a horreur du vide, s'est acharnée sur 2 innocents. On refuse une reconstitution qui peut permettre de démontrer que Pierre Palatin ne passe pas par la fenêtre. On ne tient pas compte de l'expertise ADN qui démontre que Pierre Palatin, contrairement aux renseignements anonymes, ne peut pas être l'homme qui a été blessé dans la banque, ça n'est pas son ADN. On ne tient pas compte des témoignages qui démontrent qu'ils étaient à 800 km des lieux du braquage. Malgré les failles du dossier dénoncées par la défense, René Salin et Pierre Palatin vont devoir répondre du braquage de Thonon-les-Bains, du meurtre du policier Denis Hogg et de tentatives de meurtre sur ses collègues. Le procès débute le 15 mars 2001 devant la cour d'assises de Chambéry. Aux côtés de Salin et Palatin dans le box, Nenad Zambas. Qu'est-ce que vous attendiez de ce procès ? Un apaisement. Un apaisement, puis aussi un éclaircissement. J'avais pas tous les tenants et les aboutissants de l'enquête, ce qui est normal. Et voilà, j'ai pu visualiser les mises en cause, les accusés. Quelle est l'attitude des accusés au procès ? Désinvolte. Désinvolte dans la mesure où ils ont toujours nié leur participation aux faits. Ils dénoncent un acharnement, une enquête à charge. Comment est-ce que vous recevez, cette défense ? Ce sont des braqueurs professionnels, donc ils sont dans leur rôle. Ils vont nier jusqu'au bout. Voilà, c'est tout. Et pour vous, les hommes qui sont dans le box, ce sont les bons coupables ? Moi, j'en suis convaincu, jusqu'à la preuve du contraire. Il y a eu un moment particulièrement douloureux pendant ce procès. L'enregistrement du braquage a été diffusé. Terrible. C'est ce qui m'a le plus traumatisé dans le procès. Entendre cette Kalachnikov qui rafale derrière nous, alors qu'on sait qu'on est dans la ligne de mire, c'est terrible. Les avocats de la défense font venir à la barre les témoins de Saujon, ceux qui ont affirmé que Salin et Palatin étaient avec eux ce jour-là, ceux dont les policiers n'ont pas retenu les dépositions. Tous ces gens ont dit à la barre, ils étaient là le dernier week-end de juillet, on s'en souvient très bien, et ils ont donné des raisons très précises pour lesquelles ils s'en souviennent, c'est pas rien. Malgré leur alibi, malgré l'absence de preuves matérielles, le 23 mars 2001, après 5h15 de délibéré, René Salin est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, Pierre Palatin prend 20 ans. Nenad Zambas, 15 ans. Je les vois encore en larmes, tous les deux, effondrés. Je peux vous dire qu'ils étaient complètement furieux, révoltés. Je leur ai dit, vous êtes des assassins. Je leur ai pas dit, vous êtes fous. Je leur ai dit, vous êtes des assassins. Les 3 accusés font aussitôt appel. Ils sont rejugés 1 an plus tard devant la cour d'assises de Lyon. Pour eux, rien n'a changé. Pierre Palatin, ce deuxième procès s'est déroulé de la même façon que le premier ? De la même façon. J'ai eu l'impression d'être dans un mauvais film des séries américaines des années 1930, des séries B, vous savez, où atmosphère glauque, faux témoins, juge corrompu, flic pourri, enfin voilà quoi, c'est ça. Même un vieux voyou, ayant commis beaucoup d'actes répréhensibles, a droit à ce que son innocence soit respectée quand il l'est, et pas être condamné pour une chose qu'il n'a pas faite. Les jurés ne sont pas convaincus. Après plusieurs jours de débat,
Le verdict est confirmé. 15 ans pour Nenad Zambas, 20 ans pour Pierre Palatin. René Salin, lui, est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. La condamnation à perpétuité, elle est confirmée en 2002. Et là, comment vous réagissez? Ah ben là, je meurs. J'ai plus de 55 ans, hein, tu vois. Tu me files perpète, mon frère, ben, je suis mort, moi. Et les mecs, le sourire, la banane et tout, ils ont rendu justice. Tu vois, ben, mon pote, dis donc. Ah. René Salin et Pierre Palatin saisissent la Cour de cassation. En vain. Ils ne désarment pas et engagent un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Une démarche qui se solde là encore par un échec. La condamnation des 2 hommes devient définitive. Aujourd'hui, les collègues de Denis Hogg ont entamé un long et difficile travail de reconstruction. Pour chacun d'eux, retrouver sa vie et son travail de policier a été pénible. L'inspecteur Éric Albert, toujours en fonction au commissariat de Thonon-les-Bains, ne s'est jamais remis de la mort de son collègue. Tout comme Jean-Pierre Picot et Dominique Rougerie, maintenant retraités. Quant à Michel Loiseau, il garde toujours les séquelles de ce drame. Comment avez-vous récupéré de vos blessures? Difficilement. C'est très long. C'est très très long. Oh, les blessures physiques, je veux dire, on s'en remet, hein, même des séquelles lourdes, mais on s'en remet. Mais le plus difficile, c'est quand même les séquelles psychologiques qui sont insurmontables. Ça se manifeste par exemple par un peu d'agoraphobie, par exemple. J'aime pas la foule. Je suis jamais tranquille, quoi. J'ai toujours un peu peur, pas spécialement pour moi, mais pour mon entourage. Vous êtes retourné sur le terrain ou pas du tout? Non, pas du tout, non. La vue d'une arme, déjà, ça me retourne. Alors, non. Je pouvais plus travailler dans la police, c'était fini, là. J'avais plus ma place. Puis à la limite, j'aurais été dangereux pour les collègues. Vous avez été soutenu par votre hiérarchie? Absolument pas. Je me suis débrouillé tout seul. Quand il était en arrêt de travail, il était contrôlé sans arrêt. Mais ça le rendait mais presque fou, quoi. Il ne supportait plus. Et ça, c'est quoi, du mépris Du mépris, il s'en fiche. C'est pas leur problème. C'est l'administration, quoi, voilà. J'aurais aimé déjà qu'elle s'occupe de ma femme, qu'elle l'aide à surmonter, je dirais, les tout premiers jours. Hein, j'aurais aimé qu'on la réconforte, j'aurais aimé qu'on détache, par exemple, une assistante sociale. J'aurais aimé qu'on prenne en charge un petit peu l'état psychologique de mes 2 enfants qui étaient adolescents. Votre fils, lui, comment il va aujourd'hui? Comment il va? Il est toujours en soins, ça c'est quelque chose de... C'est clair. Lui aussi s'imagine qu'il sera en soins toute sa vie. Et votre fille? Ma fille, a priori, n'est pas dépressive, non. Bon, elle a ses problèmes de santé. Je veux pas dire que ça a un rapport, je n'en sais rien. J'étais pas bien, je suis pas bien du tout. Et ça me reste en travers la gorge. Ça. Un soutien inexistant. Pourtant, Michel Loiseau s'est reconstruit, entouré de ses enfants et de sa femme, devenus eux aussi les victimes collatérales de ce braquage. Annick Loiseau, comment avez-vous vécu ce drame? Je vais pas vous dire que je suis tombée malade du jour au lendemain. J'ai commencé à me dire ça va pas, peut-être 2 ans après. Sur le coup, on agit. On n'a pas le choix, on agit. Il fallait que je m'occupe de mon mari, il fallait que je m'occupe de mes enfants. J'avais mon travail aussi. Bon, c'est bête ce que je vais dire. On n'a pas le temps de tomber malade. C'est idiot, mais voilà. Et puis quand ça commence à se stabiliser un peu, les angoisses ont commencé. On pleure le matin quand on se lève, on a toujours envie de pleurer. Ça va plus, quoi. Qu'est-ce qui vous a le plus angoissé? C'est la peur. Je ne supportais plus que mon mari parte. Voilà. Il était parti un matin. Il est revenu 1 mois et demi après. Et voilà, dès qu'il sortait, c'était l'angoisse, pas possible. J'ai eu très envie de mettre fin à jour, c'est sûr. Très, très envie, par moment, pas tout le temps, heureusement.
bon, j'ai toujours ma famille. Voilà, et je me dis, bon, moi, ma réflexion, c'était, je ne peux pas leur faire ça. Aujourd'hui, vous allez mieux? En ce moment, je vais mieux. Mais bon, en général, je refute régulièrement, tous les ans, tous les 2 ans. Donc voilà, je suis en stand-by. Au-delà de l'angoisse et de la douleur, le parcours du combattant ne s'arrête pas là pour la famille Loiseau. Vous avez été indemnisé? Oui. Alors, j'aime pas trop parler argent comptant. L'indemnisation a été vraiment, je dirais, très faible. Voilà, c'est un euphémisme. Pour avoir un ordre d'idée 10 000 €. La cour d'assises alloue des indemnités, parce qu'elle juge au pénal, mais elle juge au civil aussi en même temps. Les indemnités étaient conséquentes, mais c'était prévu par les barèmes, hein, tout simplement, c'est comptable. Hein. Mais seulement le problème après, c'est que l'administration a des sommes soumises à recours. C'est-à-dire qu'elle se prend les sommes qu'elle a avancées pour mes salaires, mes hospitalisations. Ça a été facile d'obtenir cette réparation? Très difficile. Très difficile parce qu'on est obligé de se justifier, encore une fois. On use de l'énergie à défendre ses droits, parce qu'on défend que ses droits. Et bien, pour avoir ses droits en France, je vous assure que c'est difficile. Difficile pour les victimes, difficile aussi pour les accusés, qui du fond de leurs cellules n'ont jamais cessé de crier leur innocence. Aujourd'hui, René Salin est libre. Il est sorti de prison le 31 août 2015. René Salin, vous avez pris perpète, vous avez fait combien? 20 ans. Combien de temps d'isolement? 7 ans et demi. Et quelques temps après, j'ai voulu me filer en l'air. Tu vois, j'ai gambergé, j'étais tout seul dans ma cellule, j'ai dit bon, allez. Vous vouliez vous suicider? Oui, mais c'est pas que j'ai voulu. J'ai nettoyé ma cellule à fond, j'ai pris une bonne douche et tout, machin et tout. Et je suis rentré et j'ai pris 232 cachets. Mais des cachets pour le cœur et tout, là, t'sais. Le médecin, il m'a dit, qu'est-ce que vous avez pris? Il m'a dit, vous avez vomi à tout bas. J'ai pris 232 cachets. Et c'est là que j'ai appris ce qu'il fallait faire. Parce qu'il m'a dit, vous en avez pris 30, qui avaient droit. 232, ça fait un truc de renvoi. Voilà ce qu'il m'a dit. Vous avez travaillé en prison? Non. J'ai demandé à parler au chef. J'ai dit, voilà, j'ai mon pote qui est là-bas, je voudrais travailler avec lui. Il m'a dit, non, vous êtes retraité. Il m'a dit, il faut laisser le travail aux indigents. Alors vous avez fait quoi? J'ai fait des cours, espagnol, anglais, des trucs comme ça. René Salin est désormais libre. Enfin presque. En libération conditionnelle pour plusieurs mois encore, il porte un bracelet électronique. Il ne peut sortir de chez lui qu'à des horaires très stricts, fixés par le juge d'application des peines. Il a des horaires très contraignants puisqu'il doit être à son domicile jusqu'à 9h du matin. Il a le droit d'en sortir de 9h à midi. Il doit être de nouveau chez lui de midi à 14h et il a de nouveau une liberté de mouvement de 14h à 17h. Ses mouvements sont limités, ses ressources aussi. Si René Salin n'était pas hébergé par des amis, sa petite retraite ne lui permettrait pas de vivre. C'est la merde. Sincèrement, c'est la merde. Je ne peux pas bouger. Quel est le patron qui va m'embaucher avec ces horaires-là? Puis, c'est l'heure de sortie. Le temps que je me rende au travail, c'est un quart d'heure, une demi-heure. Si vous ne respectez pas les horaires, qu'est-ce qui se passe? C'est retour à la case départ. Hein. Retour en prison? Ah oui, mais automatique. Donc vous êtes libre, mais pas tout à fait? Non, je suis pas libre. Je vois des gens qui sont libres, mais moi je suis pas libre. Qu'est-ce que vous faites? Là, j'essaye d'aider la personne qui me reçoit en enlevant l'herbe, en tondant le gazon, des conneries comme ça. J'ai un petit truc, là, j'ai récolté un petit chat sauvage. Hein, et il s'appelle Scarface, parce que c'est un bagarreur. Hein, et voilà, je m'occupe de lui. Vous avez gardé des séquelles? Déjà, pour faire confiance à quelqu'un. On peut me dire n'importe quoi, moi. J'y crois plus. René Salin ne croit plus en rien, ni en personne. Il clame toujours son innocence et celle de Pierre Palatin. Palatin,
qui lui aussi est sorti de prison. C'était en mai 2015. Il a purgé sa peine, 15 ans et 3 mois. Pierre Palatin, comment avez-vous vécu cette longue peine d'incarcération ? Qu'est-ce que vous voulez faut savoir rêver quand on est en prison. Faut savoir rêver. J'ai travaillé un peu, j'ai fait de l'informatique, j'ai fait une spécialité dans le bois, j'ai fait différents trucs pour passer le temps. Il fallait bien. Vous avez été soutenu par votre famille ? Oui, évidemment, j'avais ma famille qui était proche de moi, évidemment. Mais ma mère est morte de chagrin, moi, dans cette histoire. Donc c'est vraiment honteux, quoi. Et votre sortie de prison ? Reprendre pied, on reprend pas pied facilement, quand même. Parce que vous trouvez un autre monde. Quand on me demande mon email, je sais pas quoi répondre, par exemple. Et, vous savez pas ce que c'est ? Ben non. Et puis, voilà, beaucoup de choses ont changé. Les gens sont devenus beaucoup plus... ils vivent sur eux-mêmes. On s'en aperçoit, on va dans un train, tout le monde a sa tablette, tape dessus, voilà. Quelle est la première chose que vous avez fait une fois que vous étiez dehors ? J'ai été voir toute ma famille, déjà, parce que j'ai une famille assez nombreuse dans le coin vers où j'habite, à côté de Royan. C'est important pour vous de retourner près de vos proches ? Oui, voilà, parce que je reprends plus pied, vu que je suis chez moi. J'ai retrouvé des copains, des copines de jeunesse aussi. Alors voilà, je passe le temps comme ça. Pierre Palatin et René Salin ne baissent pas les bras. Ils veulent toujours démontrer leur innocence, avec l'appui de leurs avocats, et pas des moindres. Moi, ma conviction, c'est que Salin et Palatin sont innocents. Certes, ce sont des mauvais garçons. Certes, ce sont des voyous. Ce sont des gens qui n'ont pas été toute leur vie très honnêtes. Et qui ont même été parfois violents. Tout ça est vrai. Mais je suis convaincu que les faits pour lesquels ils ont été condamnés, ce n'est pas eux qui les ont faits. Pour démontrer qu'ils ont été victimes d'une erreur judiciaire, il ne reste aux deux hommes qu'une seule voie de recours, la révision. Une procédure difficile, très encadrée, bien que réformée en 2014. Il faut apporter la preuve d'un élément nouveau. Nouveau, ça veut dire que les juges qui ont jugé n'en ont pas eu connaissance. Et il faut démontrer que si ces juges avaient eu connaissance de cet élément, il était hautement probable qu'ils n'auraient pas pris la même décision. Donc inutile de vous dire que c'était extrêmement difficile. La loi a changé il y a 2 ans, et désormais, on peut apporter des présomptions avec la possibilité de demander à la commission de révision de mener elle-même des investigations. Je pense qu'il peut y avoir des éléments dans cette affaire qui réactivent les éléments de doute que nous pouvions avoir au moment de la condamnation. Il y a surtout Nenad Zambas, le marchand d'armes qui avait fait des révélations édifiantes en 2012. Le 3e accusé va dans un mouvement de colère dans la pièce où les détenus sont amenés derrière le box, dire si c'est comme ça, je vais donner les noms. Et donc on découvre que ce monsieur savait depuis le début qui étaient les véritables coupables. Alors il explique qu'il était menacé, mais il donne 4 noms. Ce sont 4 braqueurs chevronnés, appelés les chiens fous. Alors, ce sont les noms de 4 personnages très défavorablement connus de la justice et des services de police, comme on a coutume de dire, qui effectivement constituaient un groupe de braqueurs qui, en 1995, commettaient des braquages, parfois extrêmement violents, dans la région. Aucune comparaison ADN n'a été faite avec celui des chiens fous. Les signalements et le mode opératoire correspondaient pourtant. Aujourd'hui, les avocats de René Salin et Pierre Palatin demandent à la justice de faire parler cet ADN pour les innocenter. Mais 20 ans plus tard, ils sont face à un problème. Figurez-vous que les protocoles ont changé depuis, c'est-à-dire que la façon dont on déterminait un ADN à l'époque, c'est-à-dire les allèles qu'on choisissait, a changé. Et depuis que le FNEG existe, en fait, ce sont d'autres allèles qu'on identifie dans l'ADN, ce qui fait que l'identification de cet ADN à l'époque, aujourd'hui, ne vaut plus rien. Et pour cela, une seule solution, faire de nouveaux prélèvements sur les scellés.
qu'on espère effectivement qu'on va nous répondre qu'ils existent toujours et qu'on va pouvoir demander à la commission de révision de faire un nouveau prélèvement ADN sur ce sang. Des éléments cruciaux qui pourraient innocenter les deux hommes et leur permettre de se lancer dans le combat pour la révision. Des éléments si troublants qu'Innocence Projet s'est penché sur ce dossier. Sylvain Cormier, qu'est-ce que c'est Innocence Project ? Alors Innocence Project, au départ, c'est une association américaine qui a été fondée par deux avocats qui ont eu l'idée d'associer des experts judiciaires, des policiers à la retraite, des anciens procureurs, tous les corps de métier liés à la chaîne pénale en fait, et qui encadrent des étudiants. Les étudiants sont le fer de lance des projets Innocence, avec leurs professeurs de droit. Et comment ça fonctionne ? Le fonctionnement est assez basique. On nous contacte, on nous écrit. L'idée est de recueillir le plus d'informations sur la situation qui nous est décrite. Et dans l'affaire Salin et Palatin, qui vous a contacté ? J'ai été contacté par Monsieur Salin, un courrier, j'ai envie de dire, un peu brut de décoffrage, mais très concis, très clair. Et effectivement, on s'aperçoit assez vite qu'il y a dans ce dossier de gros problèmes et qu'on est sans doute en face d'une erreur judiciaire. Donc l'association a été créée aux États-Unis. Est-ce qu'on connaît les résultats là-bas ? En près de 30 ans, près de 2000 révisions ont été accomplies, réussies. On a innocenté 2000 personnes qui avaient été condamnées à tort. Un espoir pour René Salin et Pierre Palatin de voir leur cas réexaminé par la justice, même si un travail colossal attend ceux qui les aident. Pour les policiers qui ont mené l'enquête, une chose est sûre, ils ont fait leur travail correctement. Bernard Trinck, le fait que Salin et Palatin engagent aujourd'hui des démarches pour obtenir une révision de leur affaire, qu'est-ce que ça vous inspire ? Le policier remet son travail et ensuite on est dans le cursus proprement judiciaire. Ces personnes qui ont été condamnées usent de leurs droits. C'est la loi. En tant que policier, je ne me vois pas intervenir dans ce domaine. Est-ce que ça constitue pour vous une remise en cause du boulot de la PJ ? On n'est pas indifférent à ces choses-là, mais on n'a pas, en tant que policier, à intervenir dans un processus de ce genre. Mais on est intéressé, bien entendu, parce que de savoir ce qu'on peut contester, c'est très intéressant, bien sûr. René Salin et Pierre Palatin entament leur dernier combat. Le principal pour eux, c'est la réhabilitation. C'est qu'on leur dise enfin, vous n'avez pas commis ces faits ce jour-là à Thonon-les-Bains. Ils l'attendent tous les deux. Ce sont des hommes qui sont dans la dernière partie de leur vie. Et c'est vrai que je leur souhaite à tous les deux de ne pas clore leur existence sans avoir obtenu ça. Pierre Palatin, Innocence Project s'est penché sur votre cas. S'ils ont pris l'affaire, c'est qu'ils y croient ? Évidemment, ils doivent y croire parce qu'ils ont accepté notre dossier. Et vous y croyez ? On y croit d'autant plus que c'est une organisation très sérieuse et qui a déjà eu beaucoup de résultats aux États-Unis, quoi. Vous ne lâcherez jamais l'affaire ? Non, jamais. Non, jamais. René Salin, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la justice ? Moi, ce que j'attends de la justice, c'est que je passe là-bas et me dit, voilà, il n'a jamais tiré sur les flics, c'est pas lui, dans le machin. Voilà, c'est tout ce que je demande, moi. Vous lâcherez jamais l'affaire ? Tant que je serai vivant. Tant que je serai vivant, jamais. Jamais. J'ai jamais tué un flic, moi, mon ami. C'est quoi ce bordel ? Sur mon lit de mort, j'ai jamais tiré sur quelqu'un, moi. Pour René Salin et Pierre Palatin, le chemin vers l'innocence reste encore long. La justice, c'est une vieille dame qui déteste reconnaître qu'elle a peut-être eu tort. C'est la preuve que la justice est humaine, mais nous sommes dans l'obligation d'exiger que la justice soit parfaite.